Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a estimé dimanche que le gouvernement allait devoir réexaminer ses projets en matière de nucléaire civil en raison de la récente dégradation de la note souveraine du pays en catégorie spéculative. Ultra-dépendante du charbon à hauteur de 90% pour son approvisionnement en électricité, la première économie industrielle du continent envisage de relancer son programme nucléaire civil avec un méga contrat estimé à quelque 73 milliards de dollars selon le projet élaboré en 2010. Mais en quelques jours, deux grandes agences de notation financière internationale, Fitch et Standard & Poor's, ont abaissé sa note souveraine en catégorie spéculative, sanctionnant un vaste remaniement ministériel controversé qui a coûté son poste au respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan. Deux journaux parus dimanche ont cité un document confidentiel selon lequel la Société nationale d'électricité ESCOM allait lancer en juin des appels d'offres pour 4 centrales d'une capacité totale de 9600 MW. Le candidat retenu sera nommé en mars 2018 selon City Press et le Sunday Times. L'Afrique du Sud est le seul pays du continent doté d'une capacité nucléaire civile avec 2 réacteurs en service depuis une trentaine d'années. En Mauritanie, suite au rejet de son projet de réforme constitutionnelle il y a une semaine par les sénateurs, le chef de l'État compte contourner ces derniers. Il a en effet décidé d'organiser un référendum constitutionnel dont la date n'a pas encore été fixée. Mais selon plusieurs juristes, le président Ould Abdel Aziz violerait la loi fondamentale s'il persistait dans sa démarche. Et en vue de faire échec au projet du chef de l'État, le Forum national pour la démocratie et l'unité annonce la mise en œuvre d'une feuille de route. Il prévoit entre autres des manifestations anti-référendum et une campagne de sensibilisation des citoyens. Pour rappel, les réformes constitutionnelles proposées par le président Ould Abdel Aziz sur la base de l'article 38 de la Constitution du 20 juillet 1991 et ces textes modificatifs concernent la suppression du Sénat, la création de conseils régionaux, le changement de drapeau, la suppression de la Haute Cour de justice et du Haut Conseil islamique. À la suite de violentes échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre, le gouvernement nigérien a annoncé ce lundi la fermeture jusqu'à nouvel ordre du campus universitaire de Niamey avec ses 23 000 étudiants. Quelques instants seulement après cette décision, plusieurs dizaines de véhicules des forces de l'ordre ont pris d'assaut le campus universitaire, obligeant ainsi les étudiants à quitter les lieux. Pour le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, la fermeture du campus n'est qu'un prétexte devant ce qu'il appelle l'incapacité du gouvernement à satisfaire leurs revendications. En effet, tout est parti d'un mot d'ordre de l'Union des scolaires nigériens à ses militants de descendre dans les rues, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Lors de ces échauffourées, on dénombre plus de 20 blessés selon le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens et plusieurs étudiants ont été admis au CHU pour des soins d'urgence. Mais à la question de savoir si l'année sera blanche, le ministre Ben Omar a déclaré qu'elle ne le sera pas. Selon lui, l'année académique sera validée. Nouvel épisode dans le dossier Compaoré au Burkina Faso. L'ex-président burkinabé en exil en Côte d'Ivoire et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril prochain pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Une insurrection qui avait conduit à la chute de son régime après 27 années au pouvoir. La Haute Cour de justice va en effet statuer sur le dossier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les membres du dernier gouvernement, y compris l'ancien président Blaise Compaoré, lui-même ministre de la Défense à l'époque, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Aux ministres, il leur est reproché leur participation au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la Constitution. Pour souvenance, Blaise Compaoré avait tenté de modifier la Constitution en 2013 pour briguer un 5e mandat.
Une tentative qui avait marqué le début du soulèvement populaire fatal à son régime. En tout, 33 personnes ont été tuées lors de ces émeutes, selon des sources officielles. Le gouvernement déchu de Compaoré est poursuivi pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants à Ouagadougou et pour 82 personnes blessées. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté mardi à Tatouine, une des principales villes du sud tunisien, où une grève générale a également été observée pour dénoncer la marginalisation et réclamer développement et emploi. Située aux portes du désert, à environ 500 km au sud de Tunis, cette cité de plusieurs dizaines de milliers d'habitants est le théâtre de mouvements de protestation depuis une quinzaine de jours. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place le 4 avril sans parvenir à apaiser la grogne. Cafés, boutiques et institutions publiques ont gardé leurs rideaux baissés, à l'exception des pharmacies, des boulangeries et des hôpitaux. Les autorités ont pris des mesures pour apaiser la situation. Parmi ces mesures figure l'ouverture dans la région de représentations de compagnies pétrolières, le bitumage d'une route, l'organisation d'une journée de sensibilisation sur l'énergie et l'emploi ou encore la tenue d'un conseil des ministres à Tatouine le mois prochain. La Tunisie connaît actuellement d'autres mouvements sociaux à Kérouan et à Kef dans le centre et le nord-ouest du pays. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées en République démocratique du Congo ce lundi, jour de manifestation interdite contre le président Joseph Kabila. La police a appréhendé et gardé à vue 34 personnes à Kinshasa. Les unes tentaient de braver l'interdiction de la marche, les autres voulaient se livrer à des actes de vandalisme, a déclaré le colonel Pierre Rombo Mwanamputu, porte-parole national de la police congolaise. Le colonel Mwanamputu a ajouté ne pas avoir d'informations sur d'autres arrestations ailleurs dans le pays. Mais à Lubumbashi, deuxième ville de la RD Congo, le directeur de l'ONG locale, l'Institut de recherche pour les droits de l'homme, a déclaré être sans nouvelles de 6 personnes sur un groupe de 24 interpellées la veille par la police. Selon l'ONG Human Rights Watch, 80 personnes ont été arrêtées dans plusieurs villes du pays. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé en février, avait appelé les Congolais à manifester dans tout le pays. Il voulait obliger Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 à appliquer un accord politique signé le 31 décembre dernier pour permettre une sortie de la crise liée au maintien au pouvoir du chef de l'État au-delà de la fin de son mandat le 20 décembre. Le président a nommé un dissident de l'UDPS, Bruno Tshibala, au poste de Premier ministre. L'UDPS et la coalition d'opposition du Rassemblement ont dénoncé cette décision, l'estimant contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit une cogestion du pays jusqu'à la mise en fonction de nouveaux présidents devant être élus avant la fin de l'année. Village d'Ayoukomé, arrondissement d'Adorou, commune d'Atiémé. Ce jour marque la réception d'une borne fontaine offerte par la Fondation Adjavon Sébastien Germain et son ami, l'association MJ pour l'enfance, qui sont descendus dans le département du Mono. C'est vrai que j'ai pris conscience à un moment que l'eau était, c'est comme vient de le dire Patricia, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et que beaucoup de maladies viennent de l'eau non potable que vous buvez. Et ça touche aussi les enfants, ça touche tout le monde. Donc c'est vrai qu'en plus des écoles et des petits hôpitaux et maternités, on se devait d'agir dans ce sens. Par le passé, voilà ce qui servait de point d'eau pour cette population aujourd'hui heureuse. Toujours dans cette même commune d'Atiémé, comme partout au Bénin, un autre ouvrage sera mis en service à Kondi-Anyamé, dans l'arrondissement de Kwenu. Monsieur Sébastien Germain Adjavon, que Dieu le Tout-Puissant vous comble de toute sa grâce. Au nom du conseil communal, je commence à espérer que des localités souffrant depuis des années, parcourant des kilomètres pour s'abreuver en eau potable, pourront désormais disposer de bonnes fontaines qui vont limiter leur peine. L'accès à l'eau potable est fondamental pour améliorer la santé de la communauté, dira la directrice de la Fondation Adjavon Sébastien Germain. Elle qui reconnaît, sans proclamer son autosatisfaction, l'œuvre à la limite divine qui s'accomplit pour le Bénin
à travers ses fondations sœurs. Que ce soit les modules de classe ou les centres de santé d'arrondissement et depuis peu les points d'eau, nous avons fait des heureux. Combien, je ne saurais quantifier, mais je sais que chaque fois que nous mettons en service des infrastructures socio-communautaires, les sourires qui se dessinent sur les visages des populations en disent long. La joie est grande, la source de vie vient de naître. Et en cette semaine sainte, bonheur, grâce et abondance sont les vœux formulés aux donateurs. Dans sa boutique à Dakar, Marietou Diouf vend des produits cosmétiques et agroalimentaires qu'elle et son équipe fabriquent à partir du fruit des baobabs, de feuilles de moringa, de karité ou encore des noix de coco. Pour élargir sa clientèle, elle s'est lancée sur le net et figure parmi les entrepreneurs présents sur la plateforme Made in Sénégal. Pourquoi la plateforme? Parce que ça va nous permettre d'être visibles, parce qu'actuellement, je vends sur le plan international, dans la sous-région, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, la plateforme va nous permettre aujourd'hui, Made in Sénégal, d'être plus visible sur le plan international et de mieux vendre nos produits. Pour rendre plus visibles les produits fabriqués au Sénégal dans le reste de l'Afrique, en Chine et en Occident, le ministère sénégalais du Commerce a mis en ligne la nouvelle plateforme Made in Sénégal qui devrait être fonctionnelle début juin. Pour le Sénégal, c'est très important puisque vous savez que près de 70% de nos échanges extérieurs, nous le faisons avec l'Afrique. Et donc, permettre à une PME, au lieu de subir, j'allais dire, les difficultés des infrastructures de déplacement pour accéder à certains de leurs marchés en Afrique, pouvoir avoir une plateforme qui leur permet justement, avec le web, de se connecter directement à leurs clients, naturellement, est quelque chose de très utile. Pour mettre en ligne leurs produits, les entrepreneurs sélectionnés pour vendre sur la plateforme apprennent lors de cette formation à mettre leurs produits en valeur et à les référencer. Là, je vois tout ce qu'il faut faire pour prendre de belles photos. Parce que nous, d'habitude, on prend juste des photos dehors, pensant que c'est de bonnes images, alors qu'il y a d'autres façons de faire, plus professionnelles, pour avoir de belles photos. Made in Sénégal s'inspire du site de vente en ligne Made in Morocco, lancé en janvier 2015. En 2016, les entrepreneurs marocains y ont vendu pour 450 000 € de produits. L'Afrique, dans la dynamique du développement durable, se trouve confrontée à nombre de problèmes. La pauvreté peine à céder son lit, cherté de vie, analphabétisme, les maux sont multiples. La planification familiale s'invite dans le débat en proposant de contrôler la démographie afin de garantir un mieux-être à tous. L'espacement des naissances à travers la contraception peut aider à repousser la pauvreté. Aujourd'hui, on voit la planification familiale dans le sens de limitation des naissances. En fait, ce n'est pas ça. Il faut voir aujourd'hui la planification familiale comme un outil de développement socio-économique des peuples et des populations. Donc aujourd'hui, nous l'utilisons, c'est vrai, pour améliorer les conditions de vie des populations. Je donne un exemple terre à terre pour nos populations qui nous suivent en ce moment-là. Alors, prends un couple qui a un revenu mensuel de 50 000, qui a 10 enfants, et un autre qui a le même revenu, qui a 2 enfants, qui aura plus de facilité à assurer l'encadrement et l'éducation de ses enfants parmi ces deux couples-là. Ce n'est rien d'autre que ça, la planification familiale. On n'interdit pas à quelqu'un de faire le nombre d'enfants qu'il veut, mais il faut faire le nombre d'enfants que tu veux au moment voulu et quand tes moyens te le permettent. Au temps de nos arrière-grands-parents, de nos parents, peut-être, l'enfant est le socle de la richesse. Mais aujourd'hui, parce que c'est l'enfant qui constitue le nombre d'enfants que tu as, c'est la main d'œuvre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce qu'on vous payait comme contribution scolaire quand vous étiez au cours primaire au collège, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les besoins non satisfaits en planification familiale pourront bientôt être solutionnés par un nouveau produit accessible à tous de par son coût et sa disponibilité, le Sayana Press, un contraceptif injectable.